Skander Kara, vous êtes à la fois juriste, universitaire, spécialiste des politiques publiques du sport et du droit du sport. Et en guise d'ouverture ou d'introduction à notre entretien, j'aimerais connaître la définition juridique que vous donnez du sport. Alors effectivement, la définition du sport est une question essentielle qui concerne l'ensemble des disciplines académiques dans une approche qui a évolué au fil du temps. À la fois une approche restrictive ou plus large en fonction des époques. Et c'est vrai que pour le juriste, c'est intéressant de noter d'abord qu'il n'y a pas de définition législative du sport. Le Code du sport ne prévoit pas de définition. Elle évoque la notion d'ailleurs d'activité physique parfois, d'activité sportive d'autres fois. Il y a aussi la notion d'éducation physique et sportive que l'on connaît dans le monde de l'éducation nationale. Mais c'est important de noter que nous n'avons pas aujourd'hui en France de définition juridique du sport. Nous avons simplement le Conseil de l'Europe dans la charte du sport dans les années 90 qui a donné une définition assez large du sport. Pour autant, le droit du sport connaît une définition de la part du Conseil d'État, qui s'est intéressé à cette question à l'occasion de litiges concernant des fédérations qui demandaient un agrément auprès du ministère des Sports. Et la question était de savoir si la fédération était une fédération sportive et donc organisait une discipline sportive. Et donc on a, grâce au Conseil d'État, des critères cumulatifs qui nous donnent la définition du sport en droit français. Le premier critère, c'est la recherche de la performance physique. Le deuxième critère, c'est celui de l'organisation de compétition. Et puis le troisième critère, c'est le caractère bien défini des règles qui organisent cette activité sportive. Donc le Conseil d'État, à partir de ces critères, dans une analyse in concreto, en appréciant les différentes activités, a dénié cette notion de sport au paintball en 2005, au bridge en 2006, ou encore au jeu de fléchettes un peu plus récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, seule cette définition jurisprudentielle existe. Pour autant, il est à noter que les échecs ont été reconnus comme fédération sportive par le ministère et se pose donc la question d'une cohérence d'ensemble de cette définition puisqu'ils ont obtenu l'agrément assez récemment, puis la délégation, on y reviendra peut-être, et donc sont reconnus aujourd'hui comme une fédération qui organise le sport des échecs, avec une fédération internationale qui le reconnaît, avec le comité international olympique également qui reconnaît ce sport. Donc on a aujourd'hui une part de subjectivité dans l'approche de cette notion de sport au plan juridique, et donc se pose la question pour les juristes de savoir s'il ne faudrait pas, dans la loi, dans le code du sport, définir cette notion pour qu'ensuite le champ des fédérations, le cadre d'application des lois soit très précis pour les acteurs sportifs. Donc voilà une première question qui est intéressante pour le juriste, mais au-delà évidemment pour tous les chercheurs dans les sciences humaines et sociales. Donc se pose le problème de la spécificité du droit du sport, à la fois quant à l'objet, on ne peut pas définir un élément de droit sans l'objet, et quant à l'esprit. Est-ce qu'on peut distinguer ici l'objet de l'esprit? Quel serait l'esprit d'un droit du sport? Bien sûr. Donc effectivement, le droit du sport est spécifique à de nombreux égards. D'abord par son objet, vous le disiez, puisque c'est un droit mixte, un droit hybride, qui mêle finalement le droit public, le droit privé, qui transcende les différentes branches du droit, qui va sur le terrain du droit européen, le droit international, évidemment sur les enjeux aussi de droits nationaux, qui a une approche transnationale avec les fédérations internationales et qui intègre évidemment avant tout le droit sportif issu des acteurs eux-mêmes et donc une conception à la fois de droit légiféré, de droit négocié, de droit jurisprudentiel, de droit contractuel, donc vraiment un pluralisme du droit que l'on retrouve dans le droit du sport. Son évolution aussi est assez particulière puisque aujourd'hui on peut considérer le droit du sport comme une matière, une discipline juridique à part entière, qui a quand même acquis ses lettres de noblesse progressivement, contrairement à d'autres branches du droit plus classiques, et qui aujourd'hui ne souffre pas de contestation. Alors c'est avant tout rendre hommage à des universitaires précurseurs qui, dans les années 70, ont créé des laboratoires de droit du sport, ont créé des formations au métier de juriste du sport, qui ensuite ont donné lieu à d'autres laboratoires, que ce soit à l'université donc d'abord de Nice, de Limoges, puis ensuite de Dijon, de Paris 1 et tout un tas d'autres laboratoires de recherche.
Évidemment, les éditeurs juridiques se sont aussi emparés du droit du sport avec les éditions Dalloz, qui très vite ont créé un panorama de jurisprudence en droit du sport, ont ensuite créé un code du sport dédié à cette matière, et puis récemment un ouvrage sur les grandes décisions de droit du sport. Donc une reconnaissance des universités, qui a mis un peu de temps, une reconnaissance des éditeurs juridiques, et puis une reconnaissance du Parlement lui-même, puisque depuis les années 60-70, des grandes lois cadres sur le sport ont été adoptées, et puis au fil du temps ont aussi fait évoluer les dispositions pour s'adapter au développement, à la professionnalisation du sport. Donc du point de vue du Parlement, là encore, il y a eu une forme de reconnaissance et de consécration aujourd'hui avec, pour apothéose, la codification en 2006 de toutes ces règles dans un seul endroit, dans un code du sport officiel, dont on peut retrouver des éléments sur le site Légifrance. Donc il y a enfin une reconnaissance aussi du point de vue des avocats, puisqu'il existe depuis une dizaine d'années une spécialité de droit du sport pour les avocats qui souhaitent eh bien, exercer cette profession dans le secteur du droit du sport. Donc finalement, du point de vue de son objet, du point de vue de son évolution, et puis enfin de son esprit, c'est vraiment un droit spécifique, puisque c'est aussi une ouverture au dialogue, c'est une ouverture à la coordination des normes entre les différentes règles, entre les différents juges, qui effectivement n'est pas toujours simple à appréhender, et c'est toute la spécificité et le caractère finalement passionnant du droit du sport, de pouvoir mêler autant de normes, autant de juges dans finalement un droit qui est assez vivant, un droit qui colle aux enjeux sportifs évidemment, mais aussi aux enjeux de société lorsqu'on parle de sport. Ce que vous venez de dire, le sport, ou tout au moins le droit est consubstantiel au sport. Et le sport qu'il faut entendre comme un système d'autorégulation. Vous voyez, on peut s'arrêter à cette idée de système d'autorégulation. Tout à fait. Effectivement, le droit, on peut le dire, est inhérent et consubstantiel au sport. On pourrait même dire que d'une certaine manière, il l'a précédé. Puisque, pour revenir à la définition du droit peut-être en premier lieu et de manière synthétique, le droit, c'est finalement un système, vous le disiez, entendu comme un ensemble d'éléments interactifs qui se veut cohérent avec des institutions, des règles et des juges. Et donc, le droit régit naturellement des institutions, produit des règles et puis associe, s'appuie sur des juges pour l'application. Et à l'évidence, le sport, dans sa conception moderne que l'on a rappelée tout à l'heure, eh bien, utilise les mêmes fonctionnements puisque le sport a émergé et s'est développé dans le cadre d'institutions privées, dans le cadre de son organisation pyramidale avec les fédérations internationales, les fédérations nationales et puis les clubs et tous les acteurs de terrain. Donc des institutions sportives privées. Évidemment, le sport a besoin de règles pour fonctionner, pour régir les compétitions, les fameuses règles du jeu, pour pouvoir se développer. Et puis enfin, le sport a créé ses propres systèmes de régulation de justice avec des juges qui permettent d'adapter le temps sportif et le temps de la justice. Et donc c'est intéressant de voir que ce système du droit et ce système du sport ont des similitudes et sont finalement consubstantiels. Et donc finalement, on peut le dire, effectivement, le sport est un système d'autorégulation en lui-même, avec ses organes, avec ses principes, avec ses lois, avec ses juges. Et pour autant, ce secteur du sport ne peut pas ne pas être contrôlé par une régulation externe, par les pouvoirs publics, pour que les principes fondamentaux puissent s'appliquer aussi à ce système qui s'autorégule. Donc on peut ici s'arrêter à un point important, c'est qu'on a affaire à deux ordres juridiques. L'ordre juridique proprement sportif, qui est produit par la puissance sportive, et puis un ordre juridique public ou étatique, qui est imposé par la puissance étatique. Comment harmoniser ces deux ordres juridiques et ne pas laisser la possibilité du conflit résolu? Donc effectivement, le droit du sport associe une pluralité d'ordres juridiques, à la fois d'origine privée et puis d'origine publique. Peut-être un mot d'abord sur l'ordre juridique sportif, puisque c'est vraiment le cœur du droit du sport. Ce sont toutes ces règles produites par les fédérations internationales, par les fédérations nationales, qui régissent les acteurs, qui régissent les organisations, qui régissent les compétitions et qui finalement dépassent les frontières, qui ont une approche transnationale du sport et qui concernent qu'une partie de la population, c'est-à-dire ceux qui ont accepté d'être dans cette société sportive, dans l'objectif finalement de participer au développement et à cette activité particulière.
ces lois du sport, c'est ce qu'on appelle la lex sportiva. Il y a une thèse très connue et très reconnue de Franck Lati, professeur de droit, qui a pu montrer la pluralité de cette lex sportiva et les interactions que cela pose avec l'ordre juridique étatique et supra-étatique, le droit produit par les États, mais aussi par l'Union européenne, par ces instances représentantes des États à des échelons supérieurs. Et là encore, le droit étatique peut être distingué en deux aspects. Il y a tout ce qui relève du droit commun, appliqué au sport, le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, qui s'applique, comme pour les autres acteurs de la société, aux acteurs du sport. Et puis, une spécificité, le droit spécial du sport, qui est finalement un droit aménagé pour le sport, pour prendre en compte la spécificité de ces situations. Il y a par exemple des règles spécifiques pour les arbitres, des règles spécifiques pour les sportifs de haut niveau ou les sportifs professionnels. Et c'est aussi une façon pour l'État de reconnaître la spécificité du sport et de produire des règles issues des États pour ces acteurs-là. Donc le premier, effectivement, vous l'avez dit, est un droit produit par la puissance sportive, qui est destiné à une partie de la population. Et le second, évidemment, le droit étatique, est produit par les États et qui s'applique à l'ensemble des populations, avec un système de contraintes légitimes par la force publique. Et donc, finalement, plus que d'harmonisation que vous évoquiez, moi j'évoquerais plutôt l'idée de coordination, de conciliation entre ces deux ordres juridiques qui peuvent avoir des relations paisibles. Elles se rencontrent, elles s'entendent et ça fonctionne. C'est la majorité évidemment des situations. Et puis parfois, ces ordres juridiques peuvent s'affronter, peuvent coexister de manière plus compliquée. Et donc c'est la question de des conflits de normes que le juge, que les organisations ont à régler. Mais se pose d'ailleurs là une question importante, c'est que quand il y a un conflit entre deux ordres, deux institutions, il faut un tiers susceptible de départager. Celui qui est dans le droit et celui qui ne l'est pas. Comment ça se passe là? Est-ce qu'il y a dans la hiérarchie du droit, le droit public exerce en dernière instance une puissance supérieure? Tout à fait. Donc ce pluralisme juridique que j'évoquais avec des normes d'origine très, très différentes, se traduit aussi dans le monde du sport par un pluralisme de justice. Et donc nous avons aussi des juges qui coexistent dans une harmonie intéressante avec à la fois d'abord et avant tout les juges sportifs, qui ont à régler les litiges au sein des organisations sportives, qu'il s'agisse de litiges disciplinaires, que ce soit des litiges de manière réglementaire. Et puis, nous avons les juges étatiques qui ont aussi à contrôler la bonne application par les organisations sportives de ces règles. Et puis, nous avons, troisième élément qui est peut-être le plus original, une justice alternative à la juridiction étatique, des juges créés par le monde du sport, indépendants et qui ont vocation à régler les litiges de manière adaptée au temps sportif. Je pense en particulier au tribunal arbitral du sport, qui au plan international a vocation à régler les litiges de niveau international, que ce soit les litiges en matière de dopage, que ce soit les litiges en matière de transfert de joueurs. Et donc on a cette particularité dans le monde du sport, d'avoir des juges spécifiques, avec des juges qui connaissent la matière, qui sont en capacité de rendre des décisions rapidement, et qui permettent du coup d'adapter le temps de la justice au temps sportif. On a dans une autre logique la conciliation du Comité national olympique et sportif français pour les litiges en France entre des fédérations et des clubs, entre des fédérations et des licenciés, qui permet finalement d'avoir un premier niveau de conciliation et de trouver des solutions en droit et en équité pour pouvoir répondre à ces enjeux de conflits de normes, de litiges sportifs qui se posent au quotidien dans le secteur du sport. On peut se poser la question, le droit international, idéalement, c'est un droit qui mettrait en harmonie les droits nationaux. On sait que c'est très difficile, parce qu'il y a des traditions historiques différentes, des droits de tradition latine, de tradition germanique, et a fortiori quand ce sont des pays différents. Donc il y a toute une réflexion. Est-ce qu'il faut converger? Est-ce qu'il faut créer un droit international? Alors qu'en matière sportive, il y a un droit international qui est reconnu par la quasi-totalité, j'imagine, des fédérations. Donc il est déjà existant. Est-ce qu'il pourrait être une sorte de norme, un modèle possible d'un droit international tout court? Alors c'est une question effectivement qui renvoie aussi au droit international du dopage notamment, puisque c'est effectivement cet enjeu d'harmonisation mondiale d'une régulation du dopage qui permet de l'appliquer, de se diffuser de manière harmonisée sur l'ensemble des territoires.
Donc la question que vous posez, si sur d'autres secteurs on pourrait imaginer cette harmonisation mondiale qui réunisse à la fois les organisations sportives et les États, c'est des vraies questions qui peuvent se poser dans d'autres enjeux de régulation et d'intégrité du sport, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons les fédérations internationales qui produisent le droit transnational, le droit qui ensuite est diffusé au sein des fédérations nationales et qui s'applique aux acteurs sportifs, et puis de l'autre, le droit national qui peut être différent évidemment d'un État à l'autre et qui pose la question de cette contrariété, de cette articulation entre les deux droits. Et pour compléter ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a pu constater que globalement, ce pluralisme permet un ordonnancement cohérent entre ces différents droits. Donc c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Et on n'arrive pas forcément à un pluralisme de fusion dans toutes les situations, mais plutôt un pluralisme ordonné, tel que notamment la professeure Mireille Delmas-Marty a pu le démontrer. Et donc, vraiment, il me paraît difficile d'imaginer un droit international du sport tel que vous l'évoquiez, mais en revanche, par grand secteur, en particulier sur la lutte contre le dopage, peut-être demain sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives liées aux paris sportifs, il y a certainement matière encore à renforcer cette approche mondiale du droit du sport. Les règles sportives, elles sont édictées par les fédérations. Alors là, il faudrait peut-être parler des fédérations et de leur rapport avec l'État. Il y a un système de délégation. C'est important du point de vue du droit. Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est de la France, on a effectivement un mécanisme très original de relation entre l'État et les fédérations sportives, puisque notre modèle sportif repose sur une très forte publicisation du sport, une forte étatisation du sport, qui fait qu'encore les politiques publiques sont très largement pilotées par l'État, par les collectivités publiques, et qui sont aussi des financeurs importants du secteur du sport. Et dans ce contexte-là, on a un modèle de reconnaissance des fédérations par l'État qui est très original avec plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qu'on évoquait tout à l'heure qui est le niveau de l'agrément, où le ministère des Sports délivre un agrément à une centaine de fédérations sportives qui sont chargées d'une mission de service public et qui ont un certain nombre d'avantages. Ils peuvent bénéficier de financement, de ressources humaines. Et donc c'est un premier niveau de reconnaissance. Et puis surtout, un deuxième niveau qui est celui de la délégation de service public, où l'État confère un monopole à un certain nombre de fédérations, environ 80 fédérations, pour ce qui est du haut niveau, de la délivrance des titres de champion de France, de la délivrance du statut de haut niveau, et donc ce monopole qui permet à ces fédérations de pouvoir développer tout le haut niveau dans la discipline concernée. Aujourd'hui, on parle de contrôle par l'État des fédérations sportives. Il y a encore quelques années, on parlait de tutelle, et donc il y a un vrai enjeu d'autonomisation aussi des fédérations, tout en conciliant aussi les enjeux de responsabilisation de nos fédérations. Et c'est vrai que cette délégation, elle peut paraître pour le juriste assez fictive, puisque finalement, les fédérations ont tout de suite organisé des compétitions, ont tout de suite organisé des championnats de France. Et pour autant, l'État a considéré qu'il fallait lui déléguer cette compétence. Et donc, il paraît, de mon point de vue et pour le juriste, un peu fictif de déléguer quelque chose que les fédérations avaient déjà en réalité dans ce secteur. Et donc, ce niveau de reconnaissance implique aussi un certain nombre d'obligations pour ces fédérations agréées, la signature d'un certain nombre de contrats liés aux engagements républicains, et de la même manière que pour les fédérations délégataires, elles doivent respecter un certain nombre de dispositions obligatoires, des règlements disciplinaires, etc. Donc un arsenal juridique aujourd'hui qui montre que finalement, l'ordre juridique étatique, l'ordre juridique du sport sont liés, s'harmonisent, se coordonnent du mieux possible dans un enjeu à la fois de développer l'activité du sport, mais dans un cadre régalien contrôlé par l'État. Je voudrais revenir à la notion de fédération. Est-ce qu'il y a une simple continuité entre l'association et la fédération ? Le sport, il est né avec des associations. L'association, ce sont des associés qui se réunissent. C'est un fait démocratique, l'association. Est-ce qu'il faut penser la fédération simplement comme étant dans le prolongement de l'association ? Ou bien y a-t-il une différence de niveau ? Est-ce que ça n'est pas le même statut en termes juridiques ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'association Loi 1901 dans notre secteur, évidemment, est membre d'une fédération sportive et à ce titre a un certain nombre d'avantages, un certain nombre de droits, mais aussi un certain nombre de devoirs. Sur les droits, et c'est lié aussi à la démocratisation de nos fédérations, la loi récente a permis à ces clubs de pouvoir voter
dans le cadre des élections au sein des fédérations sportives, mais aussi de devoir respecter un certain nombre d'obligations, et en particulier celui de la licence, puisque les clubs doivent, dans leur adhésion et dans leur relation à leurs membres, et bon, permettre à ces membres de pouvoir être licenciés de la fédération. Donc il y a une relation effectivement très particulière entre les clubs, les associations et leurs fédérations auxquelles elles sont affiliées, et ce qui permet aussi d'avoir un cadre réglementaire harmonisé pour une discipline dans lequel s'inscrivent les clubs, que ce soit sur le haut niveau ou que ce soit sur le développement de la pratique sportive. Mais est-ce que se pose pas, concernant les fédérations, se pose pas le problème, sinon de leur transparence ou de leur légitimité, du moins de leur bonne gouvernance? On sait que parfois, disons dans la presse, la question de la bonne gouvernance de certaines fédérations fait la une. Bien sûr. Alors la légitimité des fédérations, pour moi, elle ne se pose pas en tant que telle, de par l'histoire du sport en France et en Europe, de par leur rôle essentiel dans le développement du sport dans toutes ses dimensions. Il est essentiel, de mon point de vue, de pouvoir préserver ce modèle associatif qu'on évoquait et tous les avantages qu'on y retrouve pour l'accès à la pratique sportive au plus grand nombre. Mais en revanche, effectivement, la question que vous posez, c'est celle de l'intégrité de nos organisations sportives, de leur respect des obligations de bonne gouvernance en matière de prévention des conflits d'intérêts, en matière de transparence. Et dans ce domaine, il faut dire qu'à la fois au niveau national et au niveau international, on a connu une évolution importante ces dernières années. En France, récemment, les textes ont pu renforcer les obligations à l'égard de nos dirigeants, avec des obligations liées à l'autorité pour la transparence de la vie publique, avec des éléments liés au conflit d'intérêts, liés au patrimoine de nos présidents de fédération, de nos grands dirigeants du sport français. Nous avons aussi des éléments liés à l'application de la loi Sapin II, cette loi qui vise à prévenir les conflits d'intérêts, avec le rôle important de l'Agence française anticorruption. Et donc tout un tas de dispositifs sont mis en place par nos organisations sportives pour travailler sur ces enjeux de conflits d'intérêts et de déontologie. Et puis nous avons un certain nombre de comités, de chartes d'éthique et de déontologie qui permettent de réguler en interne ces questions et de renforcer la transparence. Au plan international, le CIO a fait des questions de bonne gouvernance un principe, un pilier de son agenda olympique 2020 plus 5, et a mis en place un certain nombre d'outils pour accompagner les fédérations internationales et un certain nombre aussi d'obligations pour ces fédérations internationales. Il participe notamment au partenariat international contre la corruption dans le sport, qui réunit l'OCDE, tout un tas d'organisations qui sont très sensibles à ces questions d'intégrité et de bonne gouvernance. Donc vous avez raison de dire que l'un des enjeux pour les fédérations sportives, au-delà de pratiquer du sport, c'est évidemment d'apporter un cadre intègre, un cadre sécurisé pour les pratiquants, pour tous ceux qui sont dans cette famille du sport. Michel Serres, qui était d'ailleurs à votre place il y a quelques années, puisqu'il a un peu inauguré cette collection, Michel Serres disait qu'un match de rugby, mais on peut l'étendre à d'autres sports, était un excellent cours de droit, et que les joueurs, d'une certaine manière, donnaient un cours de droit aux spectateurs, parce que les joueurs savent le droit d'une certaine manière, et je le cite, ils savent la règle et savent la jouer. Est-ce que ça vous semble une belle image ? Je trouve effectivement l'image très judicieuse, et je ne peux qu'approuver d'abord l'idée finalement d'utiliser le sport comme un terrain d'apprentissage. Alors ce qui est vrai évidemment pour l'éducation physique et sportive, mais ce qui est vrai aussi pour les mathématiques, pour la physique et évidemment pour le droit. Et ce que je trouve intéressant dans son image, c'est que finalement, la règle du jeu sur un terrain a la nature de règles de droit. Et ce qui est important, c'est de montrer qu'elle en revêt les principales caractéristiques, puisque la règle de droit, comme la règle du jeu, a un caractère obligatoire. Pour tous ceux qui sont sur le terrain, ils doivent respecter la règle. Elle a aussi une vocation générale impersonnelle, qui s'applique de la même manière à tous ceux qui sont dans une situation identique, à tous ceux qui sont sur le terrain. Et puis elle a effectivement une vocation coercitive avec l'arbitre qui est chargé de sanctionner la règle sur le terrain. Donc je trouve cette image assez intéressante de pouvoir faire le lien entre la règle du jeu et la règle de droit appliquée au monde du sport. Et dans l'esprit de Michel Serres, c'est aussi une réévaluation du sport. Il a écrit un livre, Variations sur le corps,
où il dit qu'il le dédie, ce livre, c'est la dédicace initiale, à ses professeurs de gymnastique et à ses guides de haute montagne qui lui ont appris à penser. Donc, non seulement un match de rugby est un apprentissage du droit, mais le sport en général est un apprentissage de la pensée, ce qui donne évidemment un statut autrement plus important que le sport tel qu'il est pratiqué dans les écoles ou parfois dans certains clubs comme étant une activité de divertissement. Alors, il y a une autre image qu'utilise Michel Serres à propos de l'arbitre. Il dit, ce qui est un peu provocateur, il dit que l'arbitre est un juge, il l'identifie même au juge, et il dit surtout que c'est l'arbitre qui marque le but. Ce n'est pas le buteur qui marque le but, c'est l'arbitre par la décision, d'une certaine manière, de droit. Effectivement, bon, le rôle de l'arbitre, il est essentiel, on l'a évoqué, et c'est vrai que Michel Serres fait le parallèle entre l'arbitre et le tribunal et le juge. Et c'est vrai que sur cette dernière image, je suis un peu plus réservé concernant ce rapprochement avec le tribunal, car de mon point de vue, l'arbitre prend une décision sur le moment, avec l'aide parfois de ses assistants, avec l'aide de l'arbitrage vidéo, mais sans donner forcément la parole à celui qui reçoit la sanction, sans appliquer finalement les règles élémentaires du procès que l'on retrouve dans notre conception moderne de la justice. Donc finalement, moi j'aurais tendance, s'il fallait utiliser une image, à plus associer l'arbitre au gendarme, au policier qui est chargé de faire appliquer les règles dans l'espace public et qui peut sanctionner sur le moment des faits répréhensibles, tel que le fait l'arbitre sur le terrain de jeu pour sanctionner un fait répréhensible. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt policier ou gendarme plutôt qu'un juge au sens de notre conception moderne de la justice et de tous les principes élémentaires de justice qui s'y rapportent. En tout cas, se pose le problème du rapport entre le droit et la violence, qui est un problème très général. Comment le penser plus particulièrement quand on parle du sport? Parce que le droit, d'une manière générale, le droit commun a tout un arsenal, à la fois juridique, pénal, pour faire respecter la loi et punir ceux qui contreviennent. Et comment cela se passe dans le sport? Je parle intellectuellement. Là, on a affaire à des règles. Celui qui ne respecte pas la loi, il est hors la loi, mais la loi, elle est faite pour poursuivre ceux qui sont hors la loi. Celui qui ne respecte pas les règles du jeu, il est hors jeu. Et la règle ne s'applique pas à lui, il est simplement hors jeu. Oui, alors je dois rappeler quand même que la loi s'applique aussi dans le domaine du sport, et lorsqu'il y a des comportements répréhensibles dans les stades, sur les terrains, évidemment, le droit commun s'applique, et donc la loi s'applique pleinement aux acteurs du sport. Effectivement, la règle du jeu a cette spécificité qu'elle est sanctionnée sur l'instant, et que donc il n'y a pas de contrainte de la puissance publique pour faire appliquer cette règle du jeu en tant que telle. C'est pour ça que c'est un peu la nuance qu'on peut apporter avec le parallèle par rapport à la règle de droit que j'évoquais tout à l'heure. Mais en revanche, il y a ensuite un système de justice qui peut prendre le relais, et des contestations de l'application des règles peut éventuellement être contestées dans les tribunaux. Donc il y a un deuxième niveau qui peut ensuite intervenir pour faire ce lien entre le domaine judiciaire et le domaine purement sportif. Le droit suppose des sujets porteurs de droit. Se pose la question, par exemple, avec le transhumanisme et surtout avec le post-humanisme, pas simplement l'homme augmenté, mais peut-être l'homme remplacé à terme, se pose la question là du droit. Comment concevoir un droit? Déjà se pose la question peut-être pour des êtres hybrides ou d'hybridation homme-machine, mais a fortiori, lorsque quelques jours, pourquoi pas, on mettra en compétition des humanoïdes robotisés et des sportifs, peut-être même appareillés. Vous avez évoqué le droit des animaux, pardon. Et oui, et on peut parler, oui. Ouais. Il se pose la question aussi, y a-t-il un droit des animaux? Est-ce que c'est un droit par délégation? Est-ce que nous avons un droit de respect des animaux, ou est-ce que les animaux eux-mêmes, en tant que tels, sont des sujets de droit? Tout à fait, puisque avant de répondre plus directement à votre question, je serais plus nuancé sur le fait qu'on ne parle pas de droit des animaux en tant que tel, puisqu'effectivement, il y a des textes aujourd'hui qui régissent la condition des animaux, de manière générale, sur les questions de bien-être animal. Il y a un certain nombre de mesures protectrices, de
de questions de responsabilité civile, donc beaucoup de questions juridiques avec même des formations universitaires qui existent concernant le droit animalier. Et il y a même dans le domaine du sport la question du dopage animal qui concerne en tant que tel d'autres acteurs que les humains dans le domaine du sport. Ensuite, vous posez la question de l'application du droit à des situations qui s'éloignent de l'humanité sportive pour finalement concerner soit des hommes augmentés, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, voire des pures machines sportives dénuées d'humanité. Et finalement, la réponse et les réflexions ne sont pas forcément les mêmes sur ces deux aspects. Concernant le premier, le droit a vocation forcément à régir les compétitions qui concernent les hommes augmentés. C'est toute la question du sport paralympique et des personnes qui ont des matériaux pour pouvoir participer à des compétitions. Il y a évidemment l'approche technique, l'approche experte sur ces questions, avec l'enjeu de pouvoir appliquer une égalité entre les participants pour ne pas dénaturer la sincérité des compétitions. Donc c'est un cadre aujourd'hui qui existe, qui évolue en fonction des expertises scientifiques, en fonction des recherches. Et on se souvient de l'athlète Oscar Pistorius qui a concouru à la fois avec des valides et avec des non-valides en athlétisme avec des prothèses de jambes. Et sur le terrain du principe de non-discrimination, il a contesté le fait que la Fédération internationale ne souhaitait plus qu'il concourt avec des athlètes valides. Et donc, ce sont des questions qui ont été posées aux juges, et en particulier au tribunal arbitral du sport, qui a dû, évidemment, regarder la façon dont était prouvée par les instances cette question de sincérité des compétitions et d'un avantage concurrentiel de l'athlète non valide et de l'athlète valide. Donc il y a des vraies questions sur l'utilisation des biotechnologies, sur l'utilisation des matériaux qui sont entre les mains des experts et que le droit essaye de transposer sur ces questions. Pour les seconds, c'est-à-dire les compétitions qui peuvent concerner des humains et des robots, voire des compétitions entre robots, des compétitions sportives entre robots. Alors je ne suis pas très expert de ces questions-là, mais c'est vrai qu'il faut anticiper ces questions, il faut avoir une approche prospective pour finalement voir les incidences que cela peut avoir au plan juridique. Et c'est vrai que des réflexions existent aujourd'hui sur le statut juridique du robot, comment finalement réfléchir à une coexistence harmonieuse entre l'homme et la machine dans la société dans son ensemble et peut-être demain dans le secteur du sport. Donc ça fait partie de ces enjeux d'équilibre qu'on évoquait plus largement dans le monde du sport, entre les ordres juridiques, et bien on le retrouve aussi entre des acteurs peut-être futurs du sport. Se pose le problème plus général des rapports du droit et de l'éthique, ou du droit et de la morale. Le droit et la morale relèvent d'ordres différents. On ne peut pas confondre le droit et la morale. Donc comment le juriste que vous êtes, à propos de la question sportive, pense les rapports délicats, déjà conceptuels, entre l'ordre du droit, l'ordre juridique et l'ordre de la morale, ou de l'éthique. Prenons les termes comme étant équivalents. Alors effectivement, le droit, on l'a vu, renvoie à la régulation de comportement par la loi, par des textes précis, quelle que soit l'origine. Alors que l'éthique renvoie effectivement plus largement à la distinction entre le bien et le mal, à ce qu'il convient de faire indépendamment au-delà des obligations normatives, des obligations légales que l'on connaît. Donc finalement, l'éthique renvoie à l'existence de valeurs humaines, à l'adéquation finalement entre des comportements dans une société donnée. Alors dans la société sportive, qu'est-ce qu'on entend par éthique sportive ? C'est finalement un certain nombre de principes moraux, effectivement, quand on peut assimiler les deux, un certain nombre de valeurs associées au sport qui régissent les comportements. Et on a des consécrations dans les textes de principes universels, principes éthiques fondamentaux. C'est ce que nous dit par exemple le Comité international olympique, qui a ensuite proposé un code éthique, un arsenal de principes, d'engagements qui doivent être portés par les organisations sportives, par les fédérations sportives. C'est aussi des chartes nationales, comme la charte d'éthique et de déontologie du CNOSF, qui évoquent un certain nombre de principes. L'esprit sportif, par exemple, qui repose sur l'honnêteté, la solidarité, le respect des règles, ou le fameux principe de fair play, qui est vraiment spécifique au sport et qui est au-delà du respect de la loi, des règles du jeu, et qui va bien au-delà. Donc c'est un lien finalement vertueux entre des principes de la société sportive et les acteurs de cette société qui prend de plus en plus de place en complémentarité du droit et pour régir
les comportements des acteurs et des organisations sportives. Donc c'est vrai que cette distinction apparaît assez claire du point de vue des définitions, mais dans les faits, parfois, les choses sont moins évidentes puisque le droit s'appuie sur l'éthique lorsqu'il s'agit parfois d'opérer des jugements au cas par cas. Donc on voit bien qu'il y a une attractivité de l'éthique vers le droit. Et à l'inverse, certains attendent que le droit se mette au service de leurs revendications éthiques. Et donc l'éthique peut aussi faire évoluer le droit. Et c'est le cas aussi dans la dimension sportive. Donc il y a ces vraies questions aujourd'hui qui se posent dans le secteur du sport et qui en tout cas trouvent des traductions concrètes dans nos organisations sportives, qu'elles soient au niveau international, j'ai donné l'exemple du CIO, ou qu'elles soient au niveau national, j'ai donné l'exemple du Comité national olympique français. Cette morale que vous avez qualifiée d'universelle, est-ce que c'est l'universalisation d'une morale particulière ou d'une tradition particulière ? Quand on parle de l'esprit sportif, ça naît dans une culture particulière. Le fair play, on voit ici le modèle britannique, par exemple. Il est clair que le sport doit sa naissance à cette forme de culture, à une époque donnée. Donc, se pose le problème d'un universel relatif, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut simplement, comme cela, dire qu'il y a une morale et des principes moraux universels ? Ou est-ce que c'est une exigence de l'esprit qu'on peut faire partager ? Alors je pense que c'est un objectif effectivement poursuivi par les organisations internationales de pouvoir faire converger l'ensemble des acteurs de toutes leurs origines et avec toutes leurs différences autour de grands principes fondamentaux universels. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les textes fondamentaux du Comité international olympique. Ce sont donc des prescriptions, effectivement, un certain nombre de règles morales que l'on retrouve au quotidien dans nos institutions sportives. Donc je crois que le mouvement sportif international a vocation à diffuser ces valeurs morales, ces valeurs sportives. On en a cité quelques-unes, certaines qui sont plus largement et qui ont vocation à s'appliquer plus largement dans toute une société, et puis d'autres qui sont très spécifiques au sport, les enjeux de solidarité, de fraternité, pour la première des hypothèses, et puis les enjeux de fair play, d'esprit sportif qui sont plus inhérents à la compétition et aux spécificités du sport. Parce que des ethnologues, Lévi-Strauss par exemple, rapporte dans un de ses livres, dans Anthropologie structurale, que des missionnaires protestants australiens ont appris aux Papous à jouer au football et que lorsqu'on organisait des matchs, eh bien, les deux équipes qui appartenaient à deux villages différents continuaient à jouer jusqu'à l'équilibre parfait des gains et des pertes. C'est-à-dire que l'idée de gagner est une idée qui n'appartenait pas à leur univers mental, ce qui contrarie aussi l'universalité des principes. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une évolution que l'on constate dans la société avec cette approche compétitive qui est historiquement celle de nos fédérations, de nos acteurs, et puis de plus en plus de pratiquants qui souhaitent évoluer vers une dimension plus de loisir, de plaisir. Et donc, c'est vrai que ce que vous évoquez là, peut-être qu'on a un retour vers ces fondamentaux aussi du plaisir sportif, au-delà de l'esprit de compétition qui est cher à ceux qui ont pu créer les Jeux Olympiques et Paralympiques et poursuivre cette aventure. Donc, il y a effectivement cette ambivalence entre les deux approches compétitives de loisirs qui, de mon point de vue, peuvent se concilier, peuvent se partager, et il y a une place pour les deux. Peut-être que le modèle de la compétition finit par envahir même le sport de petit niveau, comme dit Boris Cyrulnik. La mesure, on a des montres connectées pour calculer le nombre de pas que l'on peut faire. Donc l'exigence de compétition finit par gagner un monde qui était à l'écart peut-être de la compétition. Donc l'universalité dont vous parlez, peut-être l'universalité plus de la compétition que de simplement le sport de petit niveau. L'intérêt de notre organisation pyramidale du sport international, c'est que des règles communes s'appliquent, que ce soit au plus haut niveau de compétition ou que ce soit au plus petit niveau de compétition. Et c'est vrai que les règles sont les mêmes pour tous, et c'est vraiment l'avantage du sport, hein. Et c'est une évidence que de dire ça. Et il faut pouvoir garder cette universalité. Il y a un enjeu aussi de pouvoir développer un certain nombre de pratiques sportives en dehors de leur histoire naturelle et que des sports, que des compétitions puissent se développer sur un certain nombre de continents. Donc il y a aussi ces réflexions de pouvoir développer des sports sur l'ensemble des continents et que finalement les grands événements sportifs, que les Jeux Olympiques et Paralympiques puissent s'ouvrir aussi largement
à ces différents territoires. Donc voilà, il y a aussi cette approche d'université du point de vue de l'organisation des compétitions au-delà de la pratique elle-même. Pour revenir sur la question de la morale ou de l'éthique, est-ce que vous ne trouvez pas que les enjeux moraux ou les questions morales prennent de plus en plus de place, hein? Donc vous avez dit d'ailleurs très clairement que la question morale, elle fait intervenir le bien et le mal. Alors que la question juridique, elle fait intervenir le légal et l'illégal, hein, le conforme et le non conforme. Est-ce que la place de plus en plus grande que prennent les questions morales, ça ne se fait pas aux dépens du droit? Je pense qu'en tout cas, pour raisonner dans notre cadre français, le droit a toujours une place prépondérante dans la régulation du secteur du sport, que beaucoup de règles se sont ajoutées pour contraindre, pour réguler un secteur au regard d'un certain nombre de dérives qui peuvent exister comme dans d'autres secteurs de la société. Donc le droit a toujours une place prépondérante et c'est essentiel. Pour autant, les enjeux d'éthique, de prévention des comportements, d'éducation autour des questions sportives me paraît essentiel et complémentaire. Donc, de mon point de vue, je n'oppose pas les deux, d'autant qu'il y a des outils qui ont été mis en place, qui ont fait leurs preuves. Je prends l'exemple des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, où des organes internes aux institutions, des organes externes de contrôle, ont pu permettre d'intégrer tous ces enjeux d'éthique des organisations, d'éthique des acteurs. Et donc, pour moi, c'est une évolution naturelle, dans la mesure où elle s'articule bien et que les choses sont cohérentes dans la régulation globale du système. Donc voilà un peu mon analyse aussi du point de vue de l'intérieur, où je vois que ces dernières années, il y a une demande aussi des acteurs eux-mêmes de pouvoir avoir des outils d'éthique, de déontologie, pour pouvoir prévenir un certain nombre de comportements. Parce que cette question, elle concerne pas simplement le sport. Est-ce qu'il n'y a pas une moralisation de la vie collective, de la vie sociale, où les normes de morale prennent le pas sur les normes simplement de droit? Quand quelqu'un agit de manière non conforme à la loi, on dira que c'est mal. Et cela, ça change un peu les registres. Tout à fait. De la même manière qu'il y a une moralisation de la vie publique, il y a une moralisation de la vie sportive. On l'a vu avec la récente loi de 2022 qui a fixé un certain nombre d'obligations pour les présidents de fédérations, pour la démocratie dans les fédérations sportives. Et donc, effectivement, de plus en plus, les acteurs doivent être transparents, doivent respecter l'ensemble des principes élémentaires de bonne gouvernance, de démocratie, d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc autant de principes majeurs qui irriguent aussi, vous avez raison, la société sportive. Vous avez parlé du dopage tout à l'heure. On pourrait aborder cette question. Le dopage, il est consubstantiel au sport. Je dirais même à toute activité sportive depuis les temps les plus anciens. Ça prend des formes extrêmement diverses. Le dopage, ça peut être par des substances absorbées ou bien par des méthodes d'entraînement qui se trouvent donc par conséquent ici en jeu à la fois la santé physique, l'intégrité physique, la santé mentale. Comment le juriste que vous êtes envisage cette question? Parce que là aussi, on peut moraliser et simplement moraliser. On sait bien que ça n'est pas suffisant et que ça ne règle pas le problème. Tout à fait. Les objectifs de la lutte antidopage, vous l'avez rappelé, ils sont doubles. À la fois préserver l'intégrité des compétitions et puis, évidemment, préserver la santé des sportifs. Et cet objectif, ils ne peuvent être qu'atteints qu'au niveau international, qu'au niveau mondial, d'où cette harmonisation depuis les années 90-2000 avec la création de l'Agence mondiale antidopage, qui est une organisation tout à fait originale, réunissant à la fois des organisations sportives et des organisations étatiques, avec l'objectif de fournir des outils de lutte contre le dopage dans toutes ses dimensions, un arsenal juridique précis pour permettre ensuite des évolutions régulières pour s'adapter aux défis de la lutte antidopage, une approche aussi partagée pour que ces évolutions se fassent avec les premiers acteurs concernés, et puis un contrôle aussi de la conformité de tout ce dispositif avec l'Agence mondiale antidopage qui joue ce rôle de régulateur mondial et qui s'appuie pour cela dans chaque État sur des organisations nationales antidopage qui ont pour vocation de mettre en œuvre tous les programmes d'éducation, tous les programmes de contrôle, tous les programmes de sanctions, tous les programmes d'enquête et de renseignement, tous les programmes aussi d'analyse des échantillons pour que la lutte antidopage soit la plus efficace possible et dans un objectif aussi d'avoir une indépendance de ces agences antidopage du point de vue des États
On a connu certaines affaires retentissantes de dopage d'État, notamment en Russie. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette efficacité, cette indépendance du point de vue des États et des organisations sportives. Donc du point de vue du juriste, c'est vraiment une organisation très originale, internationale, et qui permet aussi à chaque État d'adapter, de pouvoir intégrer ces règles internationales dans leur propre droit interne. Et c'est vrai qu'en France, on a un certain nombre de règles juridiques et de principes fondamentaux. Et donc cette transposition de cette règle internationale en droit français est particulièrement complexe. Elle est complexe sur la forme, puisqu'on a des lois et que on a fait le choix par ordonnance de pouvoir intégrer ce Code mondial antidopage dans la loi française, éviter peut-être des débats très longs, très techniques au Parlement et permettre au gouvernement, dans le cadre d'ordonnances, de transposer ces règles antidopage et qui sont aujourd'hui dans notre Code du sport. Et puis sur le fond, il y a des vrais enjeux d'équilibre entre des atteintes aux libertés individuelles, en particulier des sportifs, et puis les enjeux de protéger les compétitions, d'avoir un système efficace de contrôle de nos athlètes pour l'équité des compétitions. Et donc je pourrais vous donner plusieurs exemples d'équilibres compliqués, mais qu'on a réussi à trouver en la matière. Il y a par exemple celui du contrôle de nuit, ou le Code mondial antidopage, d'ailleurs inspiré plutôt du droit anglo-saxon, nous dit simplement c'est un contrôle en tout temps et en tout lieu, sans plus de précision ni de garantie. En droit français, on a dû transposer ces règles-là, notamment pour le contrôle de nuit au domicile des sportifs, pour qu'un juge puisse donner l'autorisation de contrôler de manière rapide et efficace les athlètes, avec un certain nombre évidemment d'arguments pour le faire. Mais voilà, c'est une façon pour nous d'avoir adapté notre droit français tout en répondant aux objectifs d'harmonisation mondiale de la lutte antidopage. Alors, un athlète qui a été convaincu de dopage, il va voir son classement ou sa récompense annulée. Il va éventuellement être interdit de compétition pendant un certain temps. Puis ensuite, il y a aussi une sanction pénale possible. Là, donc, est-ce qu'il n'y a pas une triple peine? Est-ce que ça ne contrevient pas à quelques principes de notre droit, à savoir qu'on ne peut pas juger deux fois une personne pour la même contrevenance? Alors avant de répondre à votre question, je veux quand même préciser que la répression pénale n'est pas la norme en France, puisque effectivement elle était privilégiée dans les années 60 en ce qui concerne la prise de substances dopantes, mais le législateur a très vite préféré un système de sanctions administratives, sportives, pour réprimer l'utilisation des produits dopants et simplement concerner la répression pénale au sujet de trafic de produits dopants aux cas les plus graves. Donc aujourd'hui, la majeure partie des sanctions en matière de dopage, elles sont disciplinaires, elles sont harmonisées au niveau mondial, on l'a vu, à travers des procédures, à travers des sanctions qui s'appliquent quel que soit le territoire, quel que soit l'athlète concerné, avec quand même une distinction entre le niveau des sportifs, puisqu'il y a il y a un niveau international pour les sportifs et les compétitions qui relève des fédérations internationales et du tribunal arbitral du sport en dernier ressort. Et puis, il y a un niveau national et qui concerne cette fois notre Agence française de lutte contre le dopage qui est chargée maintenant depuis plusieurs années de sanctionner au plan disciplinaire nos athlètes. Là où, auparavant, les fédérations avaient ce pouvoir disciplinaire, il a été transmis notamment pour des raisons d'indépendance et d'harmonisation à notre agence antidopage. Donc aujourd'hui, en France, le cadre il est assez clair, il est prévu par le Code du sport avec des procédures qui respectent nos principes fondamentaux de justice, un panel de sanctions qui est prévu effectivement et qui peut aller d'une interdiction de participer à des compétitions, pour un éducateur, une interdiction d'exercer ses fonctions d'encadrement, jusqu'à l'annulation des résultats sportifs et qui peuvent même être complétés par des sanctions pécuniaires. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est une approche complémentaire des sanctions. Et finalement, le principe que vous évoquiez, le principe non bis in idem, ne s'applique pas lorsque ce sont des autorités différentes qui prononcent ces sanctions. Donc quand l'Agence française de lutte contre le dopage prononce des sanctions sportives, assorties de sanctions pécuniaires éventuellement, quand le juge pénal prononce dans certaines infractions, vous l'avez compris, une sanction pénale, eh bien ce sont des autorités différentes qui finalement peuvent prononcer des sanctions pour une même situation. Donc on n'est pas
vraiment dans cette approche du principe non bis in idem qu'on connaît en procédure pénale, et qui est inspiré et issu du droit romain. Donc, en revanche, c'est vrai que au-delà de ces sanctions que vous évoquez, il y a beaucoup d'autres conséquences pour les sportifs qui se dopent et qui sont confondus pour dopage. Il y a aussi des conséquences humaines, évidemment, des conséquences pour la carrière, pour leur vie professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a même parfois une sanction professionnelle avec un employeur qui se sépare d'un sportif qui a été pris pour dopage. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs peines à plusieurs niveaux, mais qui montrent aussi l'importance d'avoir un arsenal répressif lourd pour que les sportifs n'aillent pas dans cette voie de sanctions. Mais est-ce que vous ne croyez pas, parce que là je pense à ce que disait Paul Lyonnais quand il disait qu'il ne fallait pas imaginer éradiquer la question du dopage. Enfin, il y a la belle âme peut imaginer comme ça des sportifs qui n'ont même pas la tentation d'essayer d'augmenter leur capacité physique, musculaire, etc. D'abord, d'essayer de réglementer, et pas simplement de condamner moralement, ça on en a parlé, mais d'une manière générale, si on considère que le dopage est consubstantiel au sport, on ne peut pas poser comme idéal le fait d'en finir avec le dopage, peut-être de le contrôler. Car finalement, quand on va s'entraîner en altitude, c'est une forme de dopage, entre guillemets. On sait très bien que les sportifs ont des nourritures extrêmement surveillées, etc. Donc, il y a le problème du critère, où commence le dopage. Mais aussi, il ne faut pas non plus s'aveugler devant un phénomène qui est consubstantiel. Enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, à l'activité sportive. Tout à fait. Vous évoquiez la notion de combat, je crois que c'est le bon mot. C'est-à-dire que c'est à la fois un combat réglementaire. On évoquait finalement tout l'arsenal répressif qui progressivement s'est mis en place. Mais il doit être accompagné effectivement de moyens forts en matière d'enquête, de renseignement, dans une lutte internationale contre le trafic, par exemple. Et c'est vrai que c'est un des enjeux de pouvoir accompagner les textes de moyens. Il faut pouvoir aussi accompagner les textes d'expertise scientifique, puisque ce combat, c'est aussi un combat scientifique, pour avoir une longueur d'avance sur les tricheurs, pour pouvoir détecter des nouvelles techniques ou de substances dopantes et s'appuyer sur des recherches lourdes. Et donc, effectivement, c'est aussi des enjeux du point de vue scientifique. Et donc, on a effectivement l'approche consubstantielle au sport que vous évoquiez, mais on a l'approche surtout d'efficacité de cette lutte antidopage et qu'on puisse respecter à la fois les libertés individuelles et sportives, mais surtout mettre en place les moyens les plus efficaces pour combattre ce fléau. En plus, là, vous utilisez le mot de la tricherie. La tricherie, c'est ce qui contrevient à la règle du jeu. On ne fait pas intervenir la morale, là d'abord. On fait intervenir le respect de la règle. C'est un peu l'esprit de la remarque de Paul Lyonnais. Alors, vous êtes spécialiste du droit du sport, mais aussi des politiques publiques du sport. Et c'est peut-être l'occasion de s'interroger sur la place de l'État. Est-ce que la place de l'État n'est pas de plus en plus importante dans la gouvernance du phénomène sportif ? Alors d'abord, expliquer cela. Est-ce que ça n'a pas aussi des conséquences, à la fois sans doute positives, parce que l'État s'investit dans le phénomène sportif, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une instrumentalisation par l'État des institutions sportives, des manifestations sportives ou du sport en général ? Oui, tout à fait. On a eu l'occasion de l'évoquer. La place de l'État dans le sport, elle est prédominante. Elle s'est progressivement installée tout au long du XXe siècle. Il y a une relation particulière entre l'État et le mouvement sportif qui se traduit à la fois par des systèmes de contrôle, de régulation, des systèmes aussi de financement, puisque l'État, à travers son Agence nationale du sport, finance les fédérations sportives et ces clubs au plan territorial. Donc évidemment que l'État a une place importante de sport, et évidemment aussi que le sport et la politique ont des liens très étroits, sont interdépendants, pour reprendre la formule qu'on utilisait pour le droit et le sport. La politique et le sport ont des liens très étroits, et d'ailleurs, le mouvement sportif lui-même a une approche politique des choses, puisque dans un système associatif, il y a évidemment des mécanismes politiques, d'élection, de démocratie, et que finalement le sport fait partie intégrante de la politique publique du sport pour lui-même,
mais aussi pour la société. Donc le sport est politique en lui-même, a des relations évidentes avec l'État, avec le monde politique, mais pour autant, on pose un principe de neutralité politique du mouvement sportif. Donc c'est vrai que les textes, et à commencer par la Charte olympique, tiennent à ce que le sport reste neutre politiquement, même si pour autant on voit que le sport est aussi un lieu de message politique à l'occasion de grands événements sportifs, et il n'est pas rare que des athlètes adressent eux-mêmes des messages politiques à l'occasion de grands événements. Donc il y a la théorie, il y a les principes, et puis il y a la réalité aussi concernant la neutralité politique du mouvement sportif. Mais c'est vrai que le sport ayant des liens étroits avec l'État, avec le Parlement, forcément qu'il est utilisé aussi à des fins politiques, très souvent à bon escient, pour pouvoir porter la parole de l'importance du sport dans la société. Le plus souvent, il est assez consensuel, le sport, dans les débats au Parlement, quand il s'agit de soutenir les athlètes, quand il s'agit de créer un statut pour les arbitres. Eh bien, tous les bancs de l'Assemblée nationale ou du Sénat sont plutôt favorables, et les dernières lois récentes, que ce soit en 2015 ou en 2017 sur le sport professionnel, ont pu faire l'objet d'une unanimité des votes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc l'approche est plutôt consensuelle, positive. Mais il n'empêche que, et pour répondre aussi à votre question, on retrouve une instrumentalisation plus négative, plus politique du sport sur certains débats. Lorsque l'on voit les débats sur la laïcité dans le sport, quand on voit des débats autour de questions géopolitiques, quand on voit encore comment des expériences malheureuses de l'équipe de France de football et des joueurs peut être utilisées par les acteurs politiques, eh bien on voit à quel point le sport occupe une place médiatico-politique importante dans notre société, et comment il peut être utilisé aussi pour porter des messages très politiques qui dépassent le monde du sport et qui a vocation à peut-être à proposer des évolutions de la société dans son ensemble. Donc vous avez raison de dire que parfois le sport est instrumentalisé, même s'il doit rester en quelque sorte neutre du point de vue politique. La question de l'instrumentalisation, elle n'est pas simplement à percevoir négativement. Prenons l'exemple de l'Inde, par exemple. L'Inde n'est pas un grand pays footballistique. Parce que clairement, le football ne représente pas, déjà pour la politique publique indienne, un enjeu d'image, un enjeu de prestige national, et peut-être aussi culturellement. Donc la relation, elle n'est pas simplement, quand je parle d'instrumentalisation, c'est un rapport de moyens à fin. Vous envisagez, là je vous cite, de manière interrogative, non plus le droit du sport, mais le droit au sport. Alors ça, c'est une question importante, parce que on sait bien que, et ça depuis au moins Tocqueville, que le développement de la démocratie, et c'est le cas notamment de la démocratie contemporaine, il y a une revendication de plus en plus accrue de droits nouveaux. On multiplie les droits. Alors, que voudrait dire un droit au sport? C'est quoi? C'est un droit d'avoir des installations sportives, c'est un droit de se réaliser par et dans le sport. Donc le sport, à ce moment-là, a un statut culturel très important. C'est pas simplement un divertissement, c'est pas le droit de s'amuser. Tout à fait. Effectivement, en première réflexion, le droit au sport, finalement, peut recouvrir plusieurs facettes, mais dans une réflexion un peu prospective. La première, c'est, effectivement, vous l'avez un peu évoqué, c'est un droit d'accès facilité à la pratique sportive, un peu dans l'esprit du droit au logement, qui est inscrit dans des textes en tant que tel, et qui est le droit finalement à bénéficier d'un logement convenable. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer le même raisonnement pour le sport? Et c'est pour reprendre aussi une proposition de résolution de Marie-Georges Buffet, ancienne ministre, qui en 2020 déclare que l'accès à la pratique sportive est un droit essentiel. Alors qu'est-ce que ça traduit concrètement, ce droit essentiel, ce droit au sport? Eh bien ça pourrait être que finalement il n'y a plus de frein juridique, il n'y a plus de frein financier pour les pratiquants sportifs, même s'il se posera la question de la sanction liée à ce droit au sport. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'éducation physique et sportive, qui est finalement un droit pour l'ensemble des élèves dans notre système de pouvoir bénéficier d'heures d'éducation physique et sportive, même si pas forcément dans la réalité le nombre d'heures prévues par les textes. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là. Et donc finalement, un enjeu de pouvoir permettre aux pratiquants d'accéder à des clubs, d'accéder à des installations sportives, à des personnes dans des situations précaires d'avoir des aides
finalement à l'accès à la pratique sportive. C'est un peu l'exemple du passe-sport pour des jeunes qui, sous conditions de ressources, veulent s'inscrire à un club et ont un financement de la part de l'État. Donc c'est effectivement cette approche de ne pas pouvoir refuser de pratiquants dans les clubs, de licencier pour des raisons d'installation sportive manquantes, pour des raisons d'éducateurs sportifs manquants. Et donc c'est peut-être cette idée-là qu'on pourrait proposer, de la même manière que on peut imaginer un droit aussi d'accès gratuit au spectacle sportif, cette fois, dans cette idée de droit au sport, de droit d'accès au sport, au spectacle sportif, et qui finalement, ce droit existe déjà en partie, avec un décret sur les grands événements sportifs d'importance majeure, et qui doivent faire l'objet d'une retransmission en clair. Et donc même si des droits ont été cédés à des diffuseurs, pour certaines disciplines, pour certains sports, une dizaine, pour la finale de la Coupe de France de football, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, pour le Tour de France, eh bien, il y a cette obligation juridique de pouvoir accéder à ces contenus gratuitement. Et donc, c'est une autre forme, finalement, de droit au sport, droit au spectacle sportif. Donc, aujourd'hui, on a quelques exemples, quelques pistes pour consacrer un droit au sport, mais qui n'est pas aujourd'hui un droit fondamental, un droit essentiel, et qui pourrait concerner l'ensemble de nos concitoyens. Donc on est plutôt aujourd'hui sur un accès, un égal accès, un accès le plus large possible aux activités physiques et sportives, sous toutes les formes, sur tous les territoires. Et finalement, l'objectif de poursuivre cet accès dans le milieu professionnel, dans le milieu scolaire, pour qu'on ait un continuum de l'activité sportive tout au long de la vie. Et c'est finalement cet objectif politique qui pourrait être poursuivi et qui devrait se traduire juridiquement, qui pourrait se traduire juridiquement par un droit au sport qui reste encore à mieux cerner. Oui, et je reviens sur un point, c'est que le droit à l'instruction ou le droit aux soins, c'est pour d'abord préserver la santé ou augmenter son savoir ou développer son intelligence. Le droit au sport, c'est pas simplement le droit d'accès au sport, c'est peut-être aussi le droit à travers le sport de réaliser son humanité, comme si l'humanité se réalisait pas simplement à travers des formes de savoir, comme je sais pas, les savoirs classiques, mais aussi par le travail sur son corps. Tout à fait. Réévaluation du corps. Tout à fait.